Marié depuis 7 ans, et on me reprochait toujours de ne pas avoir d'enfant. Puis ma femme a eu des jumeaux, avec mon partenaire d'affaires. J'ai signé les papiers du divorce en silence, et je suis parti. Elle est rentrée chez elle en fait, avant de voir sa mère, blême. Attends, ma fille, il ne t'a rien dit? J'avais préparé une surprise. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Je m'appelle Armando. J'ai 43 ans, et voici l'histoire de comment l'homme que tout le monde appelait, l'incomplet, a silencieusement enterré les deux traîtres, qui lui ont volé 7 ans de sa vie. Pour que vous compreniez tout, je dois vous ramener au début. Pas au jour où j'ai découvert la trahison, mais au véritable commencement. Je suis propriétaire d'une chaîne de restaurants. Aujourd'hui, il y en a 8, mais le premier, je l'ai bâti de mes propres mains. J'ai commencé à 19 ans, à faire la plonge dans la cuisine d'un autre, 12 heures par jour, avec l'eau chaude qui me rongeait les doigts. Mon père est mort quand j'avais 22 ans, et il m'a laissé une seule phrase, que j'ai portée en moi toute ma vie, un homme se mesure à ce qu'il endure en silence. Je l'ai mal comprise pendant des années. Je croyais que cela signifiait endurer. Tout endurer. Et, mon Dieu, comme j'ai enduré. De plongeur, je suis devenu commis de cuisine. De commis, je suis devenu cuisinier. J'ai appris à faire les comptes au petit matin, à négocier avec les fournisseurs, à étirer chaque peso. À 29 ans, j'ai ouvert mon premier restaurant, dans un endroit dont personne ne voulait, avec l'argent d'un prêt qui me tenait éveillé la nuit. J'ai travaillé 18 heures par jour, pendant 3 ans. Je n'ai pas eu de jeunesse. Je n'ai pas eu de fête. J'avais de la graisse sur les bras, des brûlures sur les mains, et l'obsession que mon nom de famille ait une valeur. Et ça a marché. Le premier restaurant s'est rempli. Le deuxième est arrivé. Puis le troisième. À 34 ans, j'avais déjà 5 établissements, et 200 employés. C'est à cette époque que j'ai rencontré les deux personnes qui allaient marquer ma vie. L'une pour le meilleur, ou du moins c'est ce que je croyais, et l'autre pour la détruire. Bien qu'il m'ait fallu des années pour découvrir qui était qui. D'abord, il y a eu Candido. Je l'ai rencontré lors d'un salon professionnel. Amical, bavard, avec ce talent que je n'ai jamais eu pour les relations publiques. Moi, j'étais la cuisine et les chiffres. Lui, les sourires et les contacts. Il m'a convaincu qu'ensemble, nous pourrions étendre la marque à d'autres villes. Je lui ai vendu une participation minoritaire dans l'entreprise, 30%. Et pendant des années, cela a semblé être la meilleure décision de ma vie. Les restaurants sont passés à 8. Nous brassions des millions. Je lui faisais une confiance aveugle. Nous déjeunions ensemble presque tous les jours. Il a été mon témoin à mon mariage. Je lui ai donné les clés de ma vie entière. Et puis, elle est arrivée. Mireia. Je l'ai rencontrée lors d'un dîner de charité, où Candido avait insisté pour m'emmener. Aujourd'hui, quand je repasse cette phrase dans ma tête, mon sang se glace, Candido a insisté pour m'emmener. Mais à ce moment-là, je n'ai vu qu'une femme éblouissante, dans une robe rouge, qui riait de mes mauvaises blagues, et qui m'a fait sentir, pour la première fois de ma vie, que quelqu'un me voyait moi, et pas seulement mon compte en banque. Maria avait 8 ans de moins que moi. Elle était élégante, charmante, avec une façon de vous prendre le bras, qui vous faisait vous sentir l'homme le plus important de la pièce. Ma mère était décédée 2 ans plus tôt. Je n'avais ni frère ni sœur, et ma vie n'était que travail et solitude. Elle est arrivée comme de l'eau dans le désert. Je suis tombé amoureux comme un adolescent. En moins d'1 an, je l'ai demandé en mariage. Je me souviens d'un détail de cette époque, qui m'a paru insignifiant sur le moment. Lorsque nous sommes allés régler les papiers du mariage, c'est elle qui a insisté sur la séparation totale des biens. Je ne veux jamais que l'on puisse dire que je suis avec toi pour ton argent, m'a-t-elle dit, les yeux remplis de larmes. Cela m'a semblé être le geste le plus noble du monde. J'ai signé, ému, me sentant l'homme le plus chanceux de la terre. Souvenez-vous de ce détail. Car cette signature, celle qu'elle avait elle-même exigée, allait devenir, 7 ans plus tard, la corde avec laquelle elle a pendu son propre plan. Les 2 premières années de mariage furent bonnes. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Nous avons voyagé, nous avons rénové la maison. Elle a quitté son travail, pour se consacrer à notre famille. Et puis, nous avons commencé à essayer d'avoir un enfant. C'est là que l'enfer a commencé.
Lent, silencieux, du genre qui n'explose pas d'un coup, mais qui vous cuit à petit feu. Une année s'est écoulée, et rien. Maria pleurait chaque mois, et je la serrais dans mes bras, me sentant inutile. La deuxième année est passée. Les rendez-vous chez les médecins ont commencé. Elle se rendait à ses consultations, chez un gynécologue qui, selon elle, était le meilleur de la ville. Elle revenait toujours avec la même nouvelle, « Je suis parfaite, Armando. » Les médecins disent que je suis parfaite. Puis, elle me regardait avec une pitié étudiée, et ajoutait, « Peut-être que tu devrais te faire examiner. » J'ai passé des examens dans la clinique qu'elle m'avait recommandée. Les résultats étaient toujours vagues, avec des paramètres irréguliers, et des valeurs inférieures à ce qui était attendu. On m'a prescrit des vitamines, des hormones, des traitements qui me faisaient gonfler et m'épuisaient. Et chaque résultat confus était, pour Maria, une sentence qu'elle répétait à voix basse, mais assez fort pour que je l'entende, « Encore toi, Armando. Encore toi. » Ce que j'ignorais alors, c'est que Candido lui avait recommandé cette clinique. Que le parfait gynécologue de ma femme n'existait pas. Et que, pendant que j'avalais des hormones dont je n'avais pas besoin dans ma propre maison, le scénario de ma destruction s'écrivait, avec la patience des années. Mais pour le découvrir, il fallait d'abord que je touche le fond. Et le fond est arrivé, lors d'un dîner de Noël, devant toute sa famille, quand Maria a levé son verre, et a prononcé la phrase qui m'a marqué à jamais. Le dîner de Noël. Encore aujourd'hui, quand je ferme les yeux, j'entends le bruit des couverts contre les assiettes, s'arrêtant un par un. C'était chez Delila, ma belle-mère. Une femme sérieuse, du genre à parler peu et à observer beaucoup. Toute la famille de Maria était là, oncle, cousin, beau-frère, plus de 20 personnes autour d'une longue table, chargée de nourriture. J'avais payé la moitié de ce dîner, tout comme je payais la moitié de tout dans cette famille. Mais cela ne m'a jamais importé. Je n'avais pas de famille à moi. Ils étaient ce que la vie m'avait donné de plus proche, et je les aimais sincèrement. Nous en étions au toast. Une cousine de Maria venait d'annoncer sa 3e grossesse, et tout le monde applaudissait. J'ai applaudi aussi, avec ce sourire qu'on apprend à feindre quand quelque chose vous fait mal. Puis, Maria a levé son verre, a attendu que tous les regards se tournent vers elle, et a dit, « Je lève mon verre à toi, cousine. Profite de cette bénédiction. » Car certaines d'entre nous, et là, elle a fait une pause chirurgicalement mesurée. Tout en me jetant un coup d'œil du coin de l'œil, certaines d'entre nous épousent des hommes qui ne peuvent même pas nous donner ça. Silence. Un silence épais, inconfortable, du genre qui pèse comme du ciment mouillé. Une tante a laissé échapper un rire nerveux. Un beau-frère a toussé. Et moi, je suis resté là, le verre à mi-hauteur, sentant comment 20 pères Dieu me transperçaient de pitié, de moquerie, de gêne. Je n'ai rien dit. J'ai baissé mon verre, j'ai baissé les yeux, et j'ai continué à manger une bouchée qui n'avait plus aucun goût. Ce soir-là, dans la voiture sur le chemin du retour, Maria fredonnait une chanson comme si de rien n'était. Je conduisais, les mains serrées sur le volant. J'ai rassemblé mon courage, et je lui ai dit que ce qu'elle avait fait m'avait blessé. Que ce n'était pas juste de m'exposer de la sorte, devant tout le monde. Et savez-vous ce qu'elle a répondu? Elle a calmement retiré ses boucles d'oreilles, les a rangées dans son sac à main, et m'a dit, sans me regarder, « Oh, Armando, ne sois pas si dramatique. Si c'était un mensonge, je comprendrais. Mais c'est la vérité. Où peux-tu me donner un enfant? Alors? Ne te plains pas quand quelqu'un le dit à voix haute. » Et voilà le détail, qu'il m'a fallu des années à comprendre, les coups les plus cruels de Maria ne venaient jamais en criant. Ils venaient sur un ton doux, presque sucré, enrobé de logique. Ils vous faisaient sentir que c'était vous le fou, d'être blessé. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté sur le canapé du salon, à regarder le plafond, ressentant une honte qui ne m'appartenait pas. Et, comme je l'ai fait toute ma vie, j'ai ravalé la douleur, et je l'ai transformée en travail. Les mois suivants, je me suis réfugié dans les restaurants. J'ouvrais le premier le matin, et je fermais le dernier le soir. Et je dois dire qu'à cette époque, le seul qui semblait être de mon côté, c'était Candido. Quelle ironie. Il me tapait dans le dos, m'invitait à boire un verre en fin de journée, et me disait, « Frère, ne laisse pas ça te détruire. Il y a des mariages qui fonctionnent sans enfants. » Je lui ai tout raconté. Mes peurs, mes traitements, les humiliations, tout.
Je lui ai offert la carte exacte de mes blessures sur un plateau d'argent, sans savoir qu'il prenait note de chacune d'elles, pour savoir exactement où appuyer. Pendant ce temps, à la maison, Maria perfectionnait son rôle. Devant les gens, elle était l'épouse dévouée et souffrante. Seule, elle était un iceberg. Nos nuits ensemble se sont raréfiées. Et quand j'essayais de me rapprocher, il y avait toujours une excuse, elle n'était pas en période d'ovulation, le médecin disait qu'il fallait attendre, elle était triste à cause de notre problème. Notre problème. C'est ainsi qu'elle l'appelait en public. En privé, le problème avait toujours un prénom et un nom, moi. Et pourtant, j'ai continué à essayer de sauver ce que nous avions. Je lui ai acheté une nouvelle voiture. Je l'ai emmenée en Europe. Je lui ai construit une véranda dans la maison, parce qu'une fois, des années auparavant, elle avait dit qu'elle en rêvait. Savez-vous ce que c'est, d'essayer d'acheter l'affection de quelqu'un qui vous a déjà vendu? C'est comme arroser une plante en plastique tous les jours, en espérant qu'elle fleurisse. La 3e année d'essai a apporté une nouveauté. L'argent a commencé à bouger de manière étrange. Lorena a été la première à le remarquer. Lorena était la comptable de l'entreprise depuis 10 ans. Une femme discrète, méticuleuse, du genre à trouver un centime perdu dans un bilan de plusieurs millions. Un mardi après-midi, elle est entrée dans mon bureau, a fermé la porte, et a posé un dossier devant moi, avec les mouvements du dernier semestre. Monsieur Armando, il y a des retraits qui ne correspondent pas. Des virements autorisés par Monsieur Candido, vers le compte d'un fournisseur que je ne peux pas vérifier. Ce sont de petites sommes, échelonnées. Mais en 6 mois, cela représente près de 40 000 euros. J'ai interrogé Candido cette même semaine, sans en faire toute une histoire, comme on commente la météo. Il n'a même pas scié. C'est un nouveau fournisseur d'équipement pour le site de la zone nord, mon frère. Je te passerai les factures demain. Et les factures sont arrivées. Parfaites. Tamponnées, organisées. Trop parfaites, dirait Lorena plus tard. Mais j'ai fait confiance. On ne fouille pas les poches d'un frère. Comme j'ai payé cher cette pensée. À peu près à la même époque, les changements chez Maria ont commencé. Petits, presque invisibles. D'abord, elle s'est inscrite dans une nouvelle salle de sport, de l'autre côté de la ville. Elle a changé de parfum, pour un plus sucré, plus jeune. Elle a recommencé à porter des robes qu'elle avait rangées, et a même inauguré une robe couleur lit de vin, qu'elle ne mettait jamais avec moi. Elle sortait avec ses amis le jeudi, et rentrait tard, avec une odeur de restaurant cher, les joues rougies, et son téléphone toujours retourné, face contre table. Et le téléphone, ce maudit téléphone. Elle avait l'habitude de le laisser traîner n'importe où dans la maison. Maintenant, elle l'emportait même aux toilettes. Elle y a mis un nouveau mot de passe. Quand un message arrivait alors qu'elle était avec moi, l'écran s'allumait, et elle l'éteignait d'un mouvement si rapide, si automatique, qu'on sentait qu'il était rodé. Un jeudi soir, je l'ai attendue. Elle est arrivée après 23 heures. Je lui ai demandé, avec toute la douceur dont j'étais capable, où elle avait été. Elle m'a regardé avec ce demi-sourire que je ne savais toujours pas déchiffrer, et m'a dit, avec ma belle, en train de dîner. Maintenant, tu vas me contrôler? En plus de ne pas pouvoir me donner une famille, tu vas m'enlever mes amis? La même arme, encore une fois. Ma prétendue culpabilité, comme bouclier pour tout. Chacune de mes questions se brisait contre le mur de mon défaut. C'était un mécanisme parfait, tant que je me sentirais redevable, je n'oserais jamais rien exiger. Mais il y a quelque chose que Maria n'a jamais compris chez moi. Je suis devenu entrepreneur en partant de rien. Et un homme qui est passé de la plonge à la gestion de 8 restaurants, apprend, même tardivement, à lire les chiffres qui ne correspondent pas. Dans les bilans, comme chez les gens. La première fissure réelle est apparue un dimanche matin, de la manière la plus stupide qui soit. Maria prenait sa douche, et son téléphone, oublié sur le lit, a vibré. Je passais par là, un café à la main. Je ne l'ai pas touché. Je jure que je ne me suis même pas approché exprès. J'ai juste regardé l'écran allumé pendant une seconde, par pur réflexe. C'était un message de ma belle. Il disait, tu lui as dit que tu ne pouvais pas jeudi? Je ne veux pas dîner seul. Seul, au masculin. Je suis resté là, à fixer l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne. L'eau de la douche continuait de couler, et je me tenais simplement au milieu de ma chambre, le café se refroidissant dans ma main,
sentant une petite idée empoisonnée s'infiltrer dans ma poitrine, pour ne plus jamais en partir. Ce matin-là, je n'ai rien dit. J'ai souri au petit déjeuner. J'ai embrassé ma femme sur le front. Et, pour la première fois de mon mariage, j'ai commencé à observer en silence. Il y a un moment exact, où un homme cesse d'être un mari, pour devenir un détective dans sa propre maison. Le mien a commencé ce dimanche-là, avec un café froid à la main, et un message au masculin sur le téléphone de ma femme. Je n'ai pas explosé. Je veux que vous compreniez pourquoi. Car beaucoup de gens m'ont demandé comment j'ai pu me taire. Mon père me l'avait appris, sans le vouloir, un homme se mesure à ce qu'il endure en silence. Mais il y avait autre chose. J'avais été humilié pendant des années, avec une culpabilité qu'on m'avait mise autour du cou. Si j'avais explosé sans preuve, savez-vous ce qui se serait passé? Maria aurait pleuré, sa famille m'aurait pointé du doigt, et j'aurais fini par m'excuser d'avoir été méfiant. L'homme incomplet, et maintenant, en plus, jaloux et paranoïaque. Non, pas cette fois. Cette fois, j'allais d'abord regarder, et ensuite parler. J'ai commencé par la chose la plus simple, les jeudis. Maria sortait avec Mabel, presque tous les jeudis. Alors, un jeudi au hasard, à l'heure du dîner, j'ai appelé Mabel sous un prétexte commercial. Son mari était un fournisseur de vin pour mes restaurants. Mabel a répondu de chez elle, avec la télé en fond sonore, et les enfants criant derrière elle. Calme, détendu, probablement en pyjama. Pendant ce temps, ma femme dînait avec lui, quelque part dans la ville. J'ai raccroché, et je suis resté assis dans la pénombre de mon bureau. Je ne ressentais pas encore de rage. Je ressentais du froid. Un froid méthodique et silencieux, qui montait de mon estomac, pour s'installer derrière mes yeux. Ce soir-là, quand Maria est rentrée, sentant le parfum de quelqu'un d'autre, et m'a raconté les détails de son dîner avec Mabel, avec quelle aisance elle mentait, avec quel luxe de détails elle inventait les plats et les conversations, et j'ai compris que j'étais marié à une étrangère. Les jours suivants, j'ai tout observé avec un regard neuf. Et quand on change de regard, la même maison devient une autre maison. Les appels qui se coupaient quand j'entrais dans la pièce, le téléphone face contre table, les nouveaux sous-vêtements que je ne la voyais jamais porter, la salle de sport d'où elle revenait sans avoir transpiré. Les signes étaient là depuis des mois, peut-être des années. J'avais simplement choisi de ne pas les voir, car un homme qui se sent coupable n'ose accuser personne. Mais la pièce qui m'a brisé en deux me manquait encore. Et cette pièce n'est pas venue de Maria. Elle est venue de Candido. C'était un mercredi, au siège social. Nous examinions l'agrandissement d'un 9e restaurant, et Candido est sorti pour prendre un appel. Il a laissé son téléphone sur la table de la salle de conférence, connecté à l'ordinateur du projecteur, chose que nous faisions toujours pour montrer les plans et les budgets. Et sur le grand écran, celui que nous utilisons pour les réunions, une notification de message entrant est apparue pendant 3 secondes. 3 secondes. Parfois, toute votre vie bascule en 3 secondes. Le message provenait d'un numéro non enregistré, et le texte, qui s'est gravé dans ma mémoire, disait « J'ai déjà réservé pour jeudi. Ne t'inquiète pas. Il ne se doute de rien. Il ne se doute de rien. » Candido est revenu dans la pièce, a repris son téléphone avec le plus grand naturel, et a continué à me parler de budget et de mètres carrés. Et moi? Je ne sais pas comment, mais j'ai souri. J'ai hoché la tête. J'ai noté des chiffres dans un carnet d'une main ferme. À l'intérieur, j'étais un brasier. Mais à l'extérieur, j'ai signé des papiers, et j'ai même fait une blague. Ce jour-là, j'ai découvert quelque chose de terrifiant sur moi-même, j'avais appris à jouer la comédie. Je ne suis pas rentré chez moi cette nuit-là. J'ai dit à Maria que j'avais un inventaire à faire au restaurant du centre-ville. Je suis resté dans le bureau vide et sombre, à regarder la chaise où Candido s'était assis tous les jours, pendant 9 ans. Mon témoin de mariage, l'homme qui m'appelait « frère », celui qui me consolait des humiliations de ma femme. Alors que je soupçonnais maintenant, avec une clarté douloureuse, qu'il était celui qui dînait avec elle, les jeudis. Je n'avais toujours pas de preuve complète. J'avais un message au masculin, un faux alibi, et une notification de 3 secondes. Assez pour un cœur, insuffisant pour un avocat. Et j'avais besoin des deux, la certitude pour mon cœur, et la preuve pour ce qui allait suivre. Alors, j'ai passé l'appel qui a changé ma vie. J'ai appelé Clémenie. Clémenie était mon avocat depuis l'époque de mon 2e restaurant.
Un homme d'un certain âge, aux cheveux grisonnants, à la parole lente, avec le regard d'un joueur d'échecs. Nous nous sommes rencontrés dans son bureau un samedi matin, sous prétexte de revoir quelques contrats. Quand j'ai fini de tout lui raconter, il a enlevé ses lunettes, les a nettoyées calmement, et a prononcé une phrase qui est devenue ma feuille de route: « Armando, écoutez-moi attentivement. Celui qui crie le premier, perd. Si c'est ce que ça semble être. Votre douleur voudra hurler. Ne la laissez pas faire. À partir d'aujourd'hui, votre mariage est un échiquier, et vous allez déplacer les pièces avec votre tête, pas avec votre cœur. D'abord, nous allons découvrir toute la vérité, tout entière. Et ensuite, seulement ensuite, nous déciderons quoi en faire. » Il m'a recommandé un détective privé, un homme sérieux et discret qui avait travaillé sur des affaires d'entreprise. Cela m'a fait un mal de chien, de devoir engager quelqu'un pour suivre ma propre femme. Je me souviens, j'ai signé le contrat, et le détective m'a demandé, avec le plus grand professionnalisme: « Vous êtes sûr ? » Parce qu'il y a des clients qui, au fond, ne veulent pas savoir. J'ai répondu d'une voix brisée: « Je porte une culpabilité depuis 7 ans. J'ai besoin de savoir si, au moins, elle était mienne. » Les premières semaines du rapport ont confirmé les jeudis. Des photos de Maria entrant dans un restaurant de l'autre côté de la ville. Des photos de Candido arrivant 20 minutes plus tard, avec cette ponctualité retardée de ceux qui se croient malins. Leurs mains jointes sur la table. Le long baiser, confortable, sur le parking, comme un vieux couple. Pas une nouvelle aventure. Un vieux couple. Le détective me l'a dit avec délicatesse: « Monsieur Armando, d'après leur comportement, ce n'est pas récent. Ça dure depuis des années. » Des années. Le mot m'a transpercé. Combien? 2? 5? Depuis avant le mariage? Chaque photo était un coup de marteau. Et pourtant, je les ai examinées une par une, la nuit, dans mon bureau. Me forçant à regarder. Car chaque photo me rendait aussi quelque chose que Maria m'avait volé, la certitude que le problème, ce n'était jamais moi. Mais j'avais besoin de comprendre la partie qui ne me laissait pas dormir. Si Maria avait une liaison depuis des années, pourquoi était-elle toujours avec moi? Pourquoi ce théâtre, avec les traitements, les larmes chaque mois, la culpabilité? Si elle ne m'aimait pas, pourquoi n'était-elle pas partie? Lorena m'a donné la réponse, sans le savoir. Un lundi matin, elle est entrée dans mon bureau avec un autre dossier et un visage blême. « Monsieur Armando, je suis désolé d'insister. Les retraits de Monsieur Candido n'ont pas cessé. J'ai trouvé un autre compte, un autre fournisseur fantôme. On dépasse déjà les 90 000 € en 2 ans. Et il y a autre chose que vous devez voir. » Il avait demandé à la banque des informations sur la valeur totale de l'entreprise. Une expertise complète. Vous prévoyez de vendre, et vous ne m'avez rien dit? Une expertise complète de l'entreprise, demandée par Candido dans mon dos. Et à cet instant, comme un éclair qui illumine soudainement toute une pièce sombre, les morceaux se sont assemblés. Ce n'était pas une question d'amour. Ça ne l'avait jamais été. C'était un plan. Et je n'étais pas le mari trompé. J'étais le projet. L'investissement. La vache que l'on traite d'abord, pour ensuite la vendre. Ce que j'ignorais encore, c'était jusqu'où allait ce plan. Et pour le découvrir, la vie m'avait réservé un rendez-vous avec mon ami Sabino. Un bilan de santé de routine, qui allait déterrer le plus grand mensonge de tous. Sabino et moi avions grandi dans le même quartier. Sa mère soignait les genoux écorchés de la moitié des gamins du coin, et il est devenu pareil. Un bon médecin. Du genre à vous regarder dans les yeux, avant de regarder les analyses. La vie nous avait séparés, à cause des villes et du travail, mais c'était l'une de ces amitiés qu'on reprend au téléphone, comme si le temps n'avait pas passé. Je l'avais croisé à l'inauguration de mon 8e restaurant, il y a quelques mois. Il m'avait serré fort dans ses bras, m'avait regardé de haut en bas, et m'avait dit, mi-plaisantant, mi-sérieux: « Tu es gonflé, mon frère, et tu as le teint terne. Qu'est-ce que tu prends ?» J'avais balayé ça d'un revers de main. Mais cette phrase m'était restée en tête, comme le font les phrases des gens qui vous connaissent depuis l'enfance. Et maintenant, au milieu de la guerre silencieuse que je vivais, avec les photos du détective dans le tiroir et les chiffres de Lorena qui bourdonnaient dans ma tête, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis le début des traitements. Un bilan complet. Mais cette fois, loin,
dans la ville où Sabino dirigeait une clinique, à 3 heures de chez moi. Sans que Maria le sache. Sans la clinique de confiance, qu'elle et Candido m'avaient recommandé. J'ai raconté les grandes lignes à Sabino par téléphone, 7 ans d'essai pour avoir un enfant, des traitements, des résultats confus. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil, que je n'ai pas su interpréter. Puis il a dit, viens vendredi. Apporte-moi tous les papiers que tu as. Tous, Armando. Je suis allé avec un dossier rempli de cette année d'examen, d'ordonnances et de résultats. J'ai passé toute la matinée dans sa clinique. Sans étude complète, tout ce qui peut être mesuré chez un homme. Et l'après-midi, pendant que nous attendions certains résultats, Sabino s'est enfermé dans son bureau avec mon vieux dossier. Quand il m'a fait entrer, il n'avait plus le visage d'un ami. Il avait le visage d'un médecin, qui a vu quelque chose qui ne lui plaît pas. Armando, qui t'a prescrit ces traitements, a-t-il demandé, un papier à la main. J'ai répondu que c'était la clinique habituelle, celle que ma femme m'avait recommandée. Pourquoi? Il a posé le papier sur le bureau, l'a tourné vers moi, et a pointé les valeurs du doigt. Parce que ces résultats, d'il y a 4 ans, sont dans les paramètres normaux. Un peu bas, oui, mais normaux. Un homme avec ces chiffres n'a pas besoin d'hormones. Et ces doses qu'ils t'ont données plus tard. Il a pris une autre ordonnance, et je l'ai vu serrer la mâchoire. Ces doses ne sont pas administrées à quelqu'un avec tes valeurs. À moyen terme, cela diminue ta fertilité au lieu de l'augmenter. Et ça te fait gonfler, t'épuise, et te donne le teint terne. Tu comprends ce que je te dis? Non, je ne comprenais pas, ou je ne voulais pas comprendre. Frère, a-t-il repris en baissant la voix, si ces papiers sont authentiques, ils ne t'ont jamais traité pour avoir des enfants. Ils t'ont donné des médicaments pour ne pas en avoir. Ou, dans le meilleur des cas, ils t'ont traité avec une négligence criminelle. Le bureau semblait minuscule. Je me souviens avoir regardé par la fenêtre. Un parking quelconque, un arbre quelconque. Et j'ai pensé une chose stupide, comme le monde a l'air normal, vu d'ici. À l'intérieur, le dernier mur qu'il me restait s'effondrait. Les nouveaux résultats sont arrivés le lundi. Sabino m'a appelé personnellement. Armando, tu es en bonne santé. Ta fertilité est normale, avec les valeurs que tu as, et sans ces saloperies qu'on te donnait. Il n'y a aucune raison médicale, pour que tu n'aies pas pu être père ces dernières années. Aucune. Aucune raison. 7 ans. 7 ans à baisser la tête lors des dîners de Noël. 7 ans à entendre, encore toi, Armando. 7 ans à me sentir comme un demi-homme, à demander pardon du regard, à supporter que sa famille me regarde avec cette pitié corrosive. Et il n'y avait aucune raison. J'ai raccroché le téléphone, et j'ai pleuré. Je ne vais pas mentir, ni enjoliver les choses. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de mon père. Mais, regardez comme l'âme humaine est étrange, je ne pleurais pas seulement de rage. Je pleurais de soulagement. Parce que la culpabilité, cette pierre que je portais sur le dos depuis 7 ans, était en train de se dissoudre. Et quand la culpabilité s'en va, il y a de la place pour autre chose. Dans mon cas, il y avait de la place pour une question glaciale, chirurgicale, qui a envahi toute ma poitrine. Si j'étais en bonne santé, pourquoi n'était-elle jamais tombée enceinte? C'est la question que j'ai posée à Sabino, à sa clinique, la semaine suivante. Il y avait déjà pensé, bien sûr. Il m'a répondu avec précaution, choisissant chaque mot. Écoute, il pourrait y avoir 1000 raisons de son côté. Mais, vu la façon dont ils t'ont traité, avec une clinique qu'ils ont recommandée, avec des traitements conçus pour t'enfoncer, je ne croirais rien de cette femme, sans le voir par écrit. As-tu déjà vu un de ces examens? Un seul, à son nom. Provenant d'un vrai laboratoire? Je suis resté silencieux. En 7 ans, jamais. Pas un seul. C'était toujours, mon médecin dit que, j'ai fait le test, je suis parfaite. Et moi, le coupable officiel du mariage, je n'ai jamais osé lui demander un seul papier. Le lui demander, ça aurait été l'accusé. Et l'accusé, c'était moi. C'est ici qu'entre en scène la personne que j'imaginais le moins, Delila, ma belle-mère. Je dois vous parler de Delila. Car sans elle, cette histoire se terminerait différemment. Delila était veuve, comme j'étais orphelin. Une femme de la campagne, transplantée en ville, avec des mains rugueuses et peu de mots. Lors des réunions de famille,
pendant que ses sœurs et ses nièces célébraient chaque pic spirituel de Maria à mon encontre, Delila se levait et allait à la cuisine. Je la suivais parfois, sous prétexte de l'aider, et nous faisions la vaisselle ensemble, en silence. C'était le seul endroit de cette maison où je pouvais respirer. Un jour, en séchant une casserole, elle m'a dit sans me regarder, « Tout le monde dans cette famille ne pense pas que le défaut vienne de toi. » Elle a dit ça, et a continué à sécher, comme si elle commentait la météo. Je n'ai pas su quoi répondre, mais je ne l'ai jamais oublié. Delila avait du diabète. Je le savais, car c'était moi qui l'emmenais à ses contrôles quand Maria ne pouvait pas, c'est-à-dire presque toujours. Lors d'un de ses trajets chez le médecin, 2 semaines après ma découverte avec Sabino, je l'ai accompagnée à la pharmacie de l'hôpital. Et, pendant que nous attendions dans la file, Delila m'a regardé d'une manière étrange, longue, comme quelqu'un qui prend une décision depuis des années. Et elle a lâché, « Armando, combien de temps vas-tu encore supporter ça ?» Supporter quoi, Delila? Tout. Ma fille, les moqueries, les 7 ans de comédie. Sa voix s'est un peu brisée, elle qui était faite de pierre. Je suis sa mère, et que Dieu me pardonne pour ce que je vais te dire. Mais tu m'as tiré de plus d'ennui que mon propre sang, et je ne peux plus te regarder en face, en gardant le silence sur ce que je sais. Mon cœur battait à tout rompre contre mes côtes. La file avançait, mais pas nous. Il y a des années, quand vous étiez mariés depuis 1 an ou 2, j'étais chez vous pour m'occuper d'elle. Elle avait subi une opération. Une opération qui, selon elle, était pour l'appendicite. Je lavais ses vêtements, je changeais ses pansements. Armando. J'ai élevé des animaux et des gens toute ma vie, et je sais où se trouve une cicatrice d'appendicite. Cette cicatrice n'était pas celle d'une appendicite. Et un jour, en faisant le ménage, j'ai trouvé les papiers de l'hôpital dans son tiroir. Je sais à peine lire, mais je connais ce mot. Car une voisine s'est fait faire la même chose, ligature. Ma fille s'est fait ligaturer les trompes, Armando. 1 an après t'avoir épousé. Et puis, je t'ai vu, année après année, prendre des pilules et t'injecter des hormones. Pour donner un enfant à une femme qui s'était fait opérer pour ne jamais t'en donner. La dame de la pharmacie a appelé notre tour, 2 fois. Je ne pouvais plus bouger. Delila m'a pris le bras de sa main rugueuse de paysanne, et m'a dit la phrase qui a divisé ma vie en un avant et un après. Et écoute-moi bien, mon fils, parce que ça me coûte mon âme. Si ma fille a fait ça, elle ne l'a pas fait seule, ni pour le plaisir. Il y a de l'argent en jeu. J'ai mis ma fille au monde, et je la connais. Elle ne lève pas le petit doigt s'il n'y a rien à gagner. Découvre ce qu'elle gagne. Et méfie-toi de celui qui mange à ta table. Celui qui mangeait à ma table. Candido déjeunait avec moi presque tous les jours, depuis 9 ans. Ce soir-là, j'ai repris la route de ma maison. Je me suis garé devant la porte, et je suis resté à l'intérieur de la voiture pendant une demi-heure, à regarder la lumière allumée du salon, où ma femme regardait la télévision si paisiblement. Et j'ai pris la décision qui a défini tout ce qui allait suivre dans cette histoire, je n'allais pas encore la confronter. Je n'allais pas faire ce que j'avais fait toute ma vie avec ceux qui me faisaient mal. J'allais l'endurer en silence. Mais cette fois-ci, le silence aurait un plan. Il y a une phrase que j'ai entendue un jour d'un vieux cuisinier, dans mon premier restaurant, la vengeance, comme un bon ragoût, se cuisine lentement, sans jamais soulever le couvercle. Je ne cherchais pas la vengeance. Ou du moins, c'est ce que je me disais. Je cherchais la vérité complète, et une sortie propre. Mais pour les deux, la même méthode fonctionnait, feu doux, et marmite couverte. Le lendemain de la conversation avec Delila, je suis allé directement au bureau de Clémenie. Je lui ai tout raconté, les résultats de Sabino, les traitements conçus pour m'anéantir, et la révélation de la cicatrice. Clémenie a écouté sans m'interrompre, prenant des notes de son écriture petite et soignée. Quand j'ai fini, il a posé son stylo, s'est adossé à son fauteuil, et a dit, « Armando, je vais vous parler en tant qu'avocat, puis en tant qu'ami. » En tant qu'avocat, une belle-mère qui a vu une cicatrice et des papiers il y a des années. Ce n'est pas une preuve. Il nous faut des documents. En tant qu'ami. Et là, il a fait une longue pause, point en 30 ans de carrière, j'ai vu des maris infidèles, des femmes infidèles, des escroqueries, de tout. Mais ce que vous me racontez, si cela se confirme, est d'une autre catégorie. C'est la démolition planifiée d'un homme. Et les démolitions planifiées laissent des papiers, des permis,
des traces. Nous allons toutes les trouver. Et nous les avons trouvées, une par une. Le détective a obtenu la première piste. Je lui ai demandé d'arrêter de suivre les jeudis de Maria, je savais déjà ce qu'il y avait à savoir et de se concentrer sur le passé. La clinique où elle s'était fait opérer, l'année, les dossiers. Cela a pris 3 semaines. Il est revenu avec une copie du registre d'admission d'une clinique privée. Maria avait programmé une opération, 13 mois après notre mariage. La procédure n'était nulle part répertoriée comme une appendicite. Et il y avait un détail de plus, un détail qui m'a glacé, la facture de la clinique n'avait pas été payée par elle. Elle avait été réglée par une carte de crédit de mon entreprise, autorisée par Candido. Comprenez-vous ce que je dis? L'opération, avec laquelle ma femme s'était assurée de ne jamais me donner d'enfant, c'est moi qui l'ai payée. Avec mon propre argent, par l'intermédiaire de mon associé. Encore aujourd'hui, quand je le raconte, j'ai du mal à croire à ce niveau de cynisme. Lorena, qui travaillait déjà avec moi et Clémenie sur l'examen silencieux des comptes, a retrouvé l'enregistrement comptable de ce paiement. Il était déguisé en équipement de cuisine, pour le restaurant numéro 2. 13 mois après mon mariage, j'ai signé un bilan annuel, où ma propre castration conjugale était répertoriée comme une friteuse industrielle. Lorena a pleuré quand elle l'a trouvé. Moi, je ne pleurais plus. J'étais déjà dans cette phase où la douleur devient du carburant. Avec ce fil, Lorena a tiré toute la pelote. Elle restait après les heures de bureau, les stores baissés, croisant 9 années de comptabilité. Et le schéma qui en est ressorti était un chef-d'œuvre de parasitisme. Candido saignait l'entreprise depuis des années, fournisseurs fantômes, factures gonflées, conseils inexistants. Au total, d'après ce que nous avons pu documenter, plus de 200 000 € détournés au fil des ans. De petites coupures, jamais de grosses. Le style de quelqu'un qui ne veut pas tuer la vache. Juste la traire jusqu'au jour de la vente. Mais le coup qui me manquait, celui qui a dissipé mon dernier doute sur le moment où tout avait commencé, est venu d'où je m'y attendais le moins, de leur vanité. C'était à l'anniversaire d'un des oncles de Maria. Une grande fête, dans une salle, avec toute la famille. J'y suis allé comme toujours, avec mon rôle de gendre exemplaire bien rodé. Mon costume gris, mon sourire fabriqué. À ce stade, je savais jouer la comédie aussi bien qu'eux. Et cette nuit-là, j'ai donné ma meilleure performance. J'ai dansé avec ma belle-mère, j'ai porté un toast, j'ai payé le banquet. Comme toujours, j'ai tout payé. À un moment de la soirée, je suis allé au fond de la salle à la recherche des toilettes, et je suis passé près de la table où les jeunes cousines regardaient de vieilles photos sur un téléphone, en riant, pour une vidéo d'anniversaire qu'elles préparaient pour leur oncle. Et une cousine dit à l'autre, entre deux rires, regarde celle-là, des fiançailles de Chita. Y a Maria avec le copain qu'elle avait avant Armando. Tu te souviens de lui? Comment il s'appelait? J'étais à 2 pas, le dos tourné, en train de prendre un verre d'eau. Et la cousine a répondu en riant, Candido. Comment ne pas m'en souvenir, s'il a fini par être l'associé d'Armando? Le monde est petit, non? Le monde est petit. Juste comme ça, entre deux rires, sans savoir qu'elle me donnait la date de naissance de mon malheur. Ils étaient en couple avant moi. Avant le dîner de charité. Avant qu'il n'insiste pour m'y emmener. Je n'ai pas rencontré Maria par hasard. On me l'a présentée. Elle a été planifiée pour moi. Je suis allé aux toilettes, j'ai fermé la porte, et je me suis regardé longuement dans le miroir. J'ai demandé à l'homme dans le miroir de tenir encore 1 heure de fête. Il a tenu. Je suis retourné à la table, j'ai souri à ma femme, et je l'ai même invitée à danser. Elle a posé sa tête sur mon épaule pendant un slow, et par-dessus sa coiffure, j'ai échangé un regard avec Candido, qui trinquait depuis sa table. Je lui ai souri. Il m'a souri en retour. 2 acteurs professionnels, chacun convaincu que l'autre ignorait son scénario. Le lundi suivant, j'ai apporté l'information à Clémenie et au détective. Avec des noms et des dates, il a été facile de reconstituer les faits. Maria et Candido étaient en couple depuis des années, bien avant mon mariage. Ils n'ont jamais rompu. Ils sont juste entrés dans la clandestinité lorsque l'opportunité d'affaires parfaite s'est présentée, moi. Un homme seul, sans famille, orphelin, susceptible de tomber amoureux. Avec une entreprise en pleine croissance et un cœur avide d'affection. La cible idéale. Et puis,
le détective m'a donné la dernière chose qu'il me manquait. Il a demandé une semaine de plus, et m'a convoqué à son bureau. Il a posé un enregistreur sur la table. Monsieur Armando, ceci est arrivé par l'un des canaux de l'enquête. Je vous préviens, c'est dur. Voulez-vous écouter? J'ai simplement dit oui. C'était leur voix. Une conversation dans la voiture de Candido. Le genre que la technologie d'aujourd'hui rend possible, et que Clémenie s'est arrangé plus tard pour faire encadrer légalement, afin qu'elle puisse être utilisée si le cas se présentait. Je ne vais pas répéter tout ce que j'ai entendu, car il y a des choses qu'on ne répète même pas à ses ennemis. Mais il y a 3 phrases que j'ai apprises par cœur, car chacune était une confession complète. La première, la voix de Maria, rieuse, tu sais ce qui est le plus drôle? C'est qu'il s'excuse encore auprès de moi. S'étend à s'excuser pour quelque chose que je lui ai fait. La deuxième, la voix de Candido, tient encore un peu le coup. L'expertise est sortie meilleure que ce que je pensais. Quand elle demandera le divorce, avec le scandale de la grossesse, entre ta moitié et ma part de l'entreprise, on obtiendra tout, et il n'aura pas le courage de se battre. Et la troisième, encore Maria, avec un ton mielleux qui m'a retourné l'estomac, pauvre chou. Finalement, je vais lui donner les enfants qu'il voulait tant. Dommage qu'ils ne soient pas les siens. C'était le plan complet, dit de leur propre bouche. La grossesse n'était pas un dérapage, ni un accident. C'était le détonateur. La scène finale d'une pièce de près d'une décennie. Elle apparaîtrait enceinte, demanderait le divorce en tant que victime qui a enfin trouvé l'amour. Le scandale m'écraserait publiquement, et entre sa prétendue moitié et sa part de 30% de l'entreprise, ils obtiendraient toute ma vie. La vache, enfin, à l'abattoir. Je suis sorti de ce bureau, et j'ai marché sans but dans la ville pendant des heures, jusqu'à en avoir mal aux pieds. Et, à un moment de cette marche, la douleur a fait un mouvement étrange. Quelque chose que je ne souhaiterais à personne, mais qui m'a sauvé, elle est devenue froide. Elle est devenue pure lucidité. Je me suis assis sur un banc de parc, j'ai sorti mon carnet, le même où je notais les commandes de cuisine il y a 25 ans, et j'ai écrit sur la première page 3 lignes, 1. Qu'ils signent eux-mêmes leur propre ruine. 2. Qu'une autre bouche dise la vérité, pas la mienne. 3. Franchir la porte en silence, comme je suis venu au monde. En dessous, j'ai écrit une liste de noms, Clémenie, Lorena, Sabino, Delila. Ma petite armée de gens honnêtes, contre 2 professionnels de la tromperie. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leur propre plan avait un défaut de naissance. Un défaut qu'ils avaient creusé eux-mêmes, il y a 7 ans, avec la séparation de biens que Maria m'avait exigé en pleurant avec noblesse. Et j'allais transformer cette fissure en abîme. La première action portait un prénom et un nom, Candido. L'associé allait se voir offrir, avec le sourire, la corde exacte pour son coup. Clémenie me l'a dit dans son bureau, l'échiquier déjà dessiné sur la table. Pour que cela fonctionne, Armando, chaque pièce doit tomber dans l'ordre. D'abord l'associé, puis l'entreprise, et enfin le mariage. Si vous en précipitez une seule, tout s'effondrera. Et il y a une règle d'or, à chaque étape, ils doivent croire que l'idée vient d'eux. La première pièce était Candido. Et avec Candido, nous avions un avantage énorme, les 200 000 € détournés, que Lorena avait documentés jusqu'au dernier centime. Fausse facture, fournisseur fantôme, la carte de crédit de l'entreprise payant des choses impayables, y compris cette friteuse industrielle qui me brûlait encore de l'intérieur. Clémenie a résumé la situation avec la froideur d'un chirurgien, présenté à un procureur, c'est de la fraude et de l'abus de biens sociaux. Des années de prison. Cet homme vous appartient, même s'il ne le sait pas encore. Mais il y avait un problème de temps. Le détective continuait de rapporter des informations, et dans l'une d'elles est apparu le mot qui a tout accéléré, clinique de fertilité. Maria et Candido avaient entamé un traitement de fécondation. Le détonateur, dont il parlait dans l'enregistrement, était déjà enclenché. Quand cette grossesse serait annoncée, le spectacle public commencerait, le divorce, le scandale, le partage des biens. Nous avons calculé, quelques mois. Alors, j'ai monté ma propre pièce de théâtre. Et je vous jure, le vieux cuisinier de mon premier restaurant avait raison, la marmite couverte. Acte 1, l'homme brisé. Pendant des semaines, je me suis consacré à être exactement ce qu'ils avaient besoin que je sois, un homme distrait, déprimé, épuisé. En réunion, j'apparaissais dispersé.
Je laissais échapper des commentaires sur le fait d'être fatigué de tout, de vouloir simplifier ma vie. Devant Candido, je soupirais en regardant les bilans. J'ai semé, goutte à goutte, l'image d'un Armando vaincu, qui n'avait plus la force de se battre pour son entreprise. On ne montre pas son cou à un prédateur. On lui montre qu'on boite. Acte 2, la tentation. Un jeudi, de manière totalement intentionnelle, j'ai laissé un dossier sur mon bureau, oublié, avec l'entête d'un groupe national de restauration. À l'intérieur, une véritable lettre d'intention, car j'avais déjà entamé ces discussions dans le plus grand secret. Le groupe voulait racheter des chaînes régionales, et la mienne les intéressait. J'ai quitté le bureau, laissant Candido seul sous un prétexte quelconque. Les caméras du couloir l'ont enregistré entrant dans mon bureau, 4 minutes plus tard. Ce soir-là, le détective a confirmé ce à quoi je m'attendais, réunion d'urgence de Maria et Candido, sur le parking habituel. Et l'enregistrement qui a suivi était de l'or pur. Lui, euphorique, il va vendre. L'idiot veut tout vendre. Tu sais ce que ça veut dire? Qu'on n'a plus à attendre. Tu accélères ton truc, tu demandes le divorce dès que la grossesse est confirmée, et on arrive à la vente avec tout ficelé. Ta moitié du mariage, et mes 30% de l'entreprise. Et elle, avec ce rire que j'avais autrefois aimé, je t'avais dit que c'était une question de patience. 7 ans, mon amour. Personne ne pourra dire qu'on n'a pas travaillé pour ça. 7 ans, mon amour. Personne ne pourra dire qu'on n'a pas travaillé pour ça. Il y a des nuits où j'entends encore cette phrase. Mais cette nuit-là, au lieu de me faire mal, elle m'a confirmé que le poisson avait l'hameçon dans la bouche. Il ne restait plus qu'à tirer. Acte 3, la corde sur mesure. Un lundi, à la première heure, j'ai demandé à Candido de venir dans la salle de conférence, pour parler de la vente. Il est arrivé radieux, avec des cafés pour nous deux, me tapant dans le dos. Frère, quelle que soit ta décision, je te soutiens. Il s'est assis. Puis la porte s'est ouverte, et Clémenie et Lorena sont entrés, avec 3 dossiers identiques. Ils les ont posés sur la table, un devant lui, un devant moi, un devant Clémenie. Je n'oublierai jamais le visage de Candido, à mesure qu'il tournait les pages. Ses couleurs changeaient comme un feu de signalisation, bronzé, pâle, gris. 9 années de vol, classées par date, avec chaque fausse facture croisée avec chaque virement. Chaque fournisseur fantôme, avec son compte de destination. Et sur la dernière page, seul au centre, la copie du paiement pour la clinique de Mireia, avec la carte de l'entreprise, 13 mois après mon mariage. Il a levé les yeux, a ouvert la bouche, et la seule chose qui a pu en sortir fut « Armando, mon frère, il y a une explication à tout ça. Ne m'appelle pas frère. » Ce fut la seule chose que ma rage m'a permis de dire, pendant toute la réunion. Une seule phrase. Puis, je suis redevenu froid, car le froid était le plan. Parla mon avocat. J'ai déjà entendu tout ce que j'avais besoin d'entendre de toi, même si tu ne le sais pas. Clémenie a pris les commandes avec son calme habituel de joueur d'échecs. Monsieur Candido, ce que vous avez devant vous constitue une fraude continue, et un abus de biens sociaux. Avec ça, mon client peut vous faire comparaître devant un procureur demain matin. Et croyez-moi, avec ce niveau de documentation, votre défense sera brève. Mais mon client ne veut pas la prison. Il veut la paix. Alors, nous allons vous offrir, une seule fois et seulement aujourd'hui, une porte de sortie. Et il lui a fait glisser les papiers. 1. Cession de vos 30% de participation à Armando, pour une valeur symbolique, en compensation partielle du préjudice. 2. Reconnaissance de dette de 200 000 €, avec un plan de paiement garanti par votre maison et votre voiture. 3. Clause de confidentialité absolue. Pas un mot de cet accord à quiconque, sous peine de poursuites pénales immédiates. Et quand je dis « quiconque », le document précisait « quiconque sans aucune exception », y compris les conjoints, partenaires et parents. Cette clause était le joyau de la couronne. Clémenie l'avait conçue en sachant exactement ce qu'il faisait. Car, mettez-vous dans les chaussures pourries de Candido, une seconde, comment expliquez-vous à votre complice que vous n'avez plus les 30% de l'entreprise qu'il prévoyait de se partager? Comment lui dites-vous que vous êtes ruiné, endetté, et que votre maison est hypothéquée, sans avouer que vous vous êtes fait prendre? Vous ne pouvez pas. La clause ne le réduisait pas seulement au silence, elle le forçait à continuer à jouer la comédie devant elle. À maintenir le mensonge, au sein de son propre mensonge.
Nous avions transformé son théâtre en sa cellule. Candido a demandé à appeler un avocat. Clémenie lui a souri. Vous en avez parfaitement le droit. Votre avocat demandera ces documents, il les lira, et il vous conseillera de signer, avant que mon client ne change d'avis. Nous attendrons jusqu'à 17h. À 16h20, Candido a tout signé. Sa main tremblait tellement, que la deuxième signature a failli ne pas sortir. Et quand il a fini, il a fait quelque chose qui m'a dégoûté plus que tous les vols réunis, il a essayé de me serrer la main. Armando, pour le bon vieux temps, je veux que tu saches que l'histoire avec Maria, ce n'était pas mon idée. J'ai été sur le point de briser tout le plan, juste là. Sur le point. Ce qui m'a sauvé, c'est de penser au carnet, qu'une autre bouche dise la vérité, pas la mienne. J'ai laissé sa main tendue en l'air, et je lui ai dit la dernière phrase que je lui ai jamais adressée en personne. Tu vas continuer à dîner avec elle les jeudis. Tu vas sourire. Et à chaque fois que tu souriras, en sachant ce que tu as signé aujourd'hui, tu te souviendras de moi. Maintenant, rassemble tes affaires de ton bureau. L'entreprise sera informée que tu as vendu tes parts. Pour lancer ta propre affaire. Félicitations, entrepreneur. Il est parti l'après-midi même, avec 2 boîtes en carton et un sourire en plastique pour les employés. Je suis resté dans la salle de conférence avec Lorena et Clémenie, en silence. Lorena avait les larmes aux yeux. Clémenie rangeait les papiers, comme s'il venait de régler une contravention. Et j'ai ressenti quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir. Ni de la joie, ni de la victoire. J'ai ressenti une tristesse propre. Comme lorsqu'une plaie infectée est enfin drainée. Ça fait mal, mais c'est une douleur qui mène à la guérison. Ce soir-là, je suis rentré à la maison, et Maria fredonnait dans la cuisine, en se préparant un thé. « Comment s'est passée ta journée, mon amour ?» a-t-elle demandé sans se retourner. J'ai regardé son dos. Ce dos que j'avais enlacé pendant 7 ans, croyant le connaître. Et je lui ai répondu avec la vérité la plus pure que j'ai dite depuis des mois. Aujourd'hui, j'ai réglé un vieux problème à l'entreprise. Un problème que je traînais depuis des années. C'est bien, a-t-elle dit. Et elle a continué à fredonner. 3 semaines plus tard, avec les 30% de Candido de retour entre mes mains, et l'entreprise m'appartenant à 100%, j'ai signé la vente de toute la chaîne au groupe national. 8 restaurants, 25 ans de travail. Mon nom de famille sur le contrat le plus important de ma vie. L'argent, propre, documenté, étalé sur des comptes uniquement à mon nom, blindé par la séparation de biens qu'elle-même avait exigé en pleurant avec noblesse, il y a 7 ans. En sortant après avoir signé, je me suis assis dans la voiture, et j'ai regardé le ciel à travers le pare-brise pendant un long moment. Il ne restait plus que l'acte final. Et comme si le destin avait le sens de l'humour, ce soir-là même, en rentrant à la maison, j'ai trouvé une table dressée avec des bougies. Mireia m'attendait, avec un sourire répété, et une petite boîte cadeau sur mon assiette. À l'intérieur, il y avait une tétine. Et elle, avec les larmes d'une actrice professionnelle, m'a pris les mains et m'a dit « Armando, tu vas être papa. » C'est un miracle. Ce sont des jumelles. Une tétine dans une petite boîte cadeau. Des larmes répétées, et le mot « miracle » flottant parmi les bougies sur la table. Je veux que vous vous arrêtiez avec moi un instant sur cette scène, car elle dépeint tout ce qu'était Maria. Cette femme savait, avec une précision mathématique, que je ne pouvais pas être le père. Elle savait de qui étaient ses jumelles. Elle savait que ce « miracle » venait d'une clinique de fertilité, payée en secret, avec un homme qui était son partenaire avant même de me rencontrer. Et pourtant, elle a été capable d'allumer des bougies, d'emballer une tétine dans du papier cadeau, de me prendre les mains, et de pleurer. De pleurer pour de vrai, avec de vraies larmes. Certaines personnes naissent avec des talents extraordinaires. Celui de ma femme était celui-là. Et savez-vous ce que j'ai fait? J'ai pleuré avec elle. Je vous jure, c'est la performance dont je suis le moins fier, et celle qui m'a le plus coûté dans toute cette histoire. Je l'ai serrée dans mes bras, je l'ai embrassée sur le front, j'ai dit, je n'arrive pas à y croire, 15 fois. Et toutes les 15 fois étaient littérales. Je n'arrivais pas à croire jusqu'où elle était capable d'aller. Elle m'a enlacé, et par-dessus son épaule, j'ai regardé les bougies se consumer, en pensant, tiens bon, Armando. Qu'une autre bouche dise la vérité, pas la tienne. C'est presque fini. Cette nuit-là, j'ai compris pourquoi leur plan avait besoin de la grossesse, avant le divorce.
C'était pervers, mais brillant. Si elle demandait le divorce comme ça, elle était une femme abandonnant un homme, malade. Mais enceinte. Ah, enceinte, l'histoire se racontait toute seule. La femme qui avait enduré 7 ans avec un mari, incomplet, qui avait sacrifié sa jeunesse à des traitements inutiles, et qui, finalement, épuisée, trouvait le véritable amour et la famille qu'elle méritait dans les bras d'un autre. Dans ce scénario, je n'étais pas la victime. J'étais l'obstacle dont elle se libérait enfin. Sa famille l'applaudirait, ses amis pleuraient avec elle. Et au milieu du scandale et de la pitié, le partage des biens passerait pour un détail administratif. Les jours suivants furent les plus étranges de ma vie. Je vivais avec une femme enceinte d'un autre homme, qui me montrait des échographies par-dessus son épaule pendant qu'elle cuisinait. « Regarde, Armando, on les voit toutes les deux ici. » Elle m'a demandé des prénoms. Des prénoms, pour l'amour du ciel. Elle m'a demandé mon avis sur les couleurs de la chambre des bébés, et j'ai choisi des nuances avec elle sur un catalogue. Et à l'intérieur, je répétais mon carnet comme une prière, qu'ils signent leur propre ruine. Qu'une autre bouche dise la vérité. Franchis la porte en silence. Pendant ce temps, dans le monde réel, mes pièces se mettaient en place. La vente de l'entreprise avait été signée avec une clause de discrétion, jusqu'au transfert opérationnel complet. Donc, même les employés n'étaient pas encore au courant. Pour tout le monde, y compris ma femme, j'allais encore à mon bureau tous les matins, qui n'était plus le mien. L'argent de la vente reposait, blindé, sur des comptes à mon nom. Et Candido, mon ex-associé, mon ex-frère, purgeait sa peine secrète, sourire. Je le sais, car le détective était toujours actif. Les jeudis existaient encore. Et dans le dernier enregistrement que j'ai entendu, on entendait Maria lui demander « Tu es bizarre. Tu as l'air abattu. » Et lui, répondant avec la voix brisée de quelqu'un qui soutient un piano en l'air, « C'est le stress de l'entrepreneuriat, mon amour. Tout est parfait. Tout est parfait. » Pauvre diable. Il n'était même pas capable de la prévenir que le navire avait déjà coulé. Il préférait la laisser avancer vers la falaise, juste pour gagner quelques semaines de théâtre de plus. Quand on me demande si je n'ai pas eu pitié de lui, je réponds toujours la même chose, j'ai eu pitié de la loyauté qu'ils avaient l'un pour l'autre. Ils étaient si complices pour me trahir, et si traîtres l'un envers l'autre. L'annonce officielle de la grossesse à la famille a eu lieu lors d'un déjeuner dominical, chez Delila. Maria l'a mise en scène avec une production complète, gâteau, ballon rose, et un discours où elle remerciait la vie pour les miracles qui arrivent quand on s'y attend le moins. La famille a éclaté en applaudissements. La tante a pleuré. Les cousins m'ont tapé dans le dos. Enfin, Armando, ça t'est arrivé. Et j'ai souri, et j'ai reçu des accolades pour des filles qui n'étaient pas les miennes, dans la maison de la seule personne de cette famille qui connaissait la vérité. Car oui, Delila savait déjà presque tout. Il y a quelques semaines, j'avais pris une décision que Clémenie avait approuvée à contre-cœur, ma belle-mère méritait la vérité avant tout le monde. Je le lui devais. Je suis allé chez elle un mardi après-midi. Je lui ai apporté les résultats de Sabino, et je les lui ai expliqués lentement, en pointant les valeurs normales du doigt. Je l'ai regardé lire, relire, serrer les papiers. Je suis en bonne santé, Delila. Je l'ai toujours été. Tu avais raison sur toute la ligne. Je ne lui ai pas encore montré les enregistrements, ni parlé du plan complet, pour lui épargner le fardeau de devoir jouer la comédie. Je ne lui ai demandé qu'une seule chose, quand le moment viendra, et tu sauras quand ce sera, je te donnerai une enveloppe. Ce que tu en feras dépendra de toi. Je ne te demanderai pas de choisir entre ta fille et moi. Je te demanderai de choisir entre ta fille et la vérité. Delila m'a regardé avec ses yeux de la campagne, qui ne connaissent pas les fioritures, et m'a dit, « Mon fils, j'ai mis Maria au monde, mais la vérité n'a pas de nom de famille. Apporte cette enveloppe quand tu devras la porter. » Et ainsi, lors de ce déjeuner au ballon rose, pendant que Maria recevait des accolades et qu'on me félicitait pour mon « miracle », j'ai échangé un regard avec ma belle-mère, par-dessus le gâteau. Cela a duré une seconde. Elle a légèrement hoché la tête, un mouvement que personne d'autre n'a vu. 2 soldats se saluant, en plein territoire ennemi. 3 semaines après l'annonce, la soirée du 2e acte de Maria est arrivée. Je l'ai entendue rentrer, poser ses clés, se verser un verre d'eau. Puis, elle est venue dans le salon, a éteint la télévision sans me le demander, s'est assise en face de moi, a pris une grande inspiration comme quelqu'un qui plonge d'un tremplin répété 1000 fois, et m'a dit,
Armando, nous devons parler. Ce n'est pas facile pour moi. Pause dramatique. Les yeux au sol. Les filles. Les filles ne sont pas de toi. Je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Je ne le cherchais pas, c'est juste arrivé. Et je veux le divorce. Je veux refaire ma vie avec le père de mes filles. J'espère que tu pourras me pardonner un jour. Mais je ne vais pas renoncer à mon bonheur. J'ai déjà renoncé à trop de choses, durant ces 7 années. 7 ans de planification, résumés en 40 secondes d'un scénario bien mémorisé. J'ai déjà renoncé à trop de choses. La phrase était si obscène qu'elle m'a presque fait éclater de rire. Je me suis retenu. Savez-vous ce qu'elle attendait? Elle attendait l'Armando du dîner de Noël. Celui qui baissait la tête. Elle attendait des cris, ou des larmes, ou des supplications. N'importe quoi qui confirmerait son pouvoir, et lui donnerait de la matière pour son rôle de victime courageuse. Elle avait besoin de mon effondrement pour que son histoire fonctionne. Je lui ai donné l'exact opposé, le silence. 10 secondes pleines de silence. La regardant dans les yeux avec un calme qui la désarmait. J'ai vu son visage changer. Comment le scénario s'effritait entre ses mains, quand elle n'a pas reçu la réplique qu'elle attendait. Et puis, je lui ai dit, de la voix la plus calme de ma vie, c'est d'accord, Maria. Que ton avocat envoie les papiers au mien. Je ne contesterai rien. Un clignement d'yeux. Comment ça, c'est d'accord? C'est tout? 7 ans, et c'est tout ce que tu as à dire? C'est tout ce que j'ai à dire. Et je me suis levé, et je suis allé dormir dans la chambre d'amis. J'ai dormi comme je n'avais pas dormi depuis des mois. Et elle est restée dans le salon avec son verre d'eau et son discours en suspens. Sentant pour la première fois, bien qu'elle ne le sache pas encore, que quelque chose dans son plan parfait venait de faire un bruit étrange. Comme un moteur bien huilé, avec du sable dedans. Les papiers sont arrivés en une semaine. Son avocat était jeune, agressif, du genre à facturer au scandale. Il demandait la moitié de tout, la maison, les comptes, et le joyau de la couronne, 50% de la valeur de l'entreprise familiale. Clémenie m'a appelé quand il les a reçus. Et pour la première fois dans toute cette affaire, je l'ai entendu rire au téléphone. Armando, mon confrère demande la moitié d'une entreprise qui n'existe plus à votre nom, et la moitié de biens protégés par la séparation que sa propre cliente a signée. C'est comme demander la moitié de l'air. On signe. On signe. Je suis allé au rendez-vous de la signature dans mon costume gris. Le même que celui de l'anniversaire de l'oncle. Maria est arrivée radieuse, dans une robe couleur lit de vin, maquillée comme pour une remise de prix, savourant déjà la victoire. J'ai signé chaque page en silence, sans contester une seule virgule, devant le regard perplexe de son propre avocat, qui sentait quelque chose d'étrange mais ne savait pas quoi. Quand j'ai fini, j'ai rangé mon stylo, je me suis levé, et je suis passé à côté d'elle sans dire un seul mot. Tu ne vas même pas me souhaiter bonne chance, m'a-t-elle lancé avec ce petit sourire triomphant. Je me suis arrêté à la porte, je l'ai regardé une dernière fois en tant que mari, et j'ai répondu, toute la chance que tu mérites. Je suis sorti du bâtiment, j'ai respiré l'air de la rue, et j'ai composé le numéro de Delila. C'est l'heure. Je t'apporte l'enveloppe cet après-midi. La maison de Delila sentait le café frais, comme toujours. Je suis arrivé à 16 heures, l'enveloppe sous le bras. Une enveloppe jaune, format A4, du genre de celle que nous utilisons à l'entreprise pour les contrats. À l'intérieur, 7 ans de vérité, classé. Les résultats de Sabino, avec mes valeurs normales. Le rapport médical expliquant ce que les faux traitements m'avaient fait. La copie de l'enregistrement de la clinique, où Mireia s'était fait opérer 13 mois après s'être mariée. La preuve de paiement avec la carte de l'entreprise, déguisée en friteuse industrielle. La reconnaissance de dette signée par Candido. La copie de la vente de ses 30%. Et une petite clé USB, avec les enregistrements que Clémenie avait validés, et que nous pouvions utiliser. Delila m'a reçu avec la table mise, 2 tasses, du pain sucré, et cette dignité des femmes qui ont enterré plus de chagrin qu'elles n'en racontent. Nous nous sommes assis. J'ai posé l'enveloppe devant elle, et je lui ai dit, voilà tout, Delila. Tout ce que je t'ai dit, et ce que je n'ai pas eu le temps de te dire. C'est à toi de décider si tu l'ouvres, quand tu l'ouvres, et ce que tu en fais. Je ne serai pas en ville demain. Je ne te demande qu'une seule chose.
ne me déteste pas pour ce qu'il y a à l'intérieur. Elle a posé sa main rugueuse sur l'enveloppe, sans encore l'ouvrir, et m'a demandé la seule chose qui lui importait. Est-ce que ma fille sait que tu sais? Non. Elle a signé le divorce ce matin, en croyant m'avoir détruit. Ce soir, elle va fêter ça, et à un moment donné, elle découvrira qu'il n'y a rien de ce qu'elle croit. J'ai préféré que ce soit toi qui lui dises la vérité, et pas un avocat. Ou pire, que Candido le lui dise. Avec un autre mensonge par-dessus. Delila a hoché la tête lentement. Elle s'est levée, est allée au buffet, et a sorti une vieille photo encadrée. Maria, enfant, avec des tresses, sur un vélo. Elle l'a regardée longuement, et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. J'ai appris à cette fille à faire du vélo, à lire, et à prier. Je ne sais pas à quel moment d'autres personnes lui ont appris le reste. Mais celui qui sème des épines, Armando, ne peut pas pleurer quand il marche pieds nus dans le champ. Elle est revenue à la table, a pris l'enveloppe à deux mains, et l'a ouverte. Je suis resté avec elle pendant 1 heure, pendant qu'elle lisait. Elle n'a pas pleuré, comme je m'y attendais. Son visage s'est durci à chaque papier, comme le ciment durcit, lentement et pour toujours. Quand elle a entendu dans les écouteurs la phrase de sa fille, celle sur « Il s'excuse encore pour quelque chose que je lui ai fait », elle a fermé les yeux, et a serré le chapelet qu'elle portait au poignet. Quand elle a fini, elle a tout remis dans l'enveloppe avec un ordre cérémonieux, et m'a dit « Va en paix, mon fils. Je l'attendrai ce soir, dans cette maison. C'est sa mère qui finira ça. » Je me suis levé pour partir. Et à la porte, cette femme de pierre m'a serré dans ses bras, pour la première fois en 7 ans. Une étreinte courte, forte, du genre qui vomit le discours. Tu as été le seul à me traiter comme de la famille, sans rien demander en retour, m'a-t-elle dit d'une voix rauque. Maintenant, va vivre. Tu as déjà purgé une peine qui n'était pas la tienne. Ce qui s'est passé cette nuit-là, dans la maison qui avait été la mienne, c'est Delila elle-même qui me l'a raconté plus tard, par téléphone, avec force détail. Et bien que je n'ai pas été là, je l'ai imaginé tant de fois, que j'ai parfois l'impression de m'en souvenir. Maria est arrivée après 21 heures. Elle revenait de fêter ça. Elle avait réservé dans un restaurant cher ironiquement, l'un de ceux qui avaient été les miens avec 2 amis et une bouteille de champagne. Elle portait la robe couleur lit de vin, ses talons à la main, et le rire facile de quelqu'un qui pense venir de gagner au loto. Elle a allumé la lumière du salon, et là se tenait sa mère. Debout, au milieu de la pièce, pâle comme une feuille de papier, une enveloppe jaune serrée contre sa poitrine. Elle l'attendait debout, depuis des heures. « Maman, qu'est-ce que tu fais là à cette heure? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien ?» Maria a posé ses talons par terre, toujours souriante, ne comprenant toujours pas, comment es-tu entrée? Avec la clé qu'Armando m'a donnée. La voix de Delila sonnait étrangement. Métallique. Une voix que Maria ne connaissait pas, « Assieds-toi, ma fille. » Maman, tu me fais peur. C'est à propos du divorce? Écoute, je sais que c'est un choc, mais je vais tout expliquer. Armando et moi, on était plus heureux. J'ai trouvé quelqu'un qui... Il ne t'a rien dit? 3 mots. Maria est restée avec son explication répétée coincée dans la gorge. Me dire quoi? Et Delila, pâle, tremblante, mais le dos droit des femmes de la campagne, a tendu l'enveloppe. Attends, ma fille, il ne t'a vraiment rien dit? Armando sait tout. Il le sait depuis 2 ans. Il sait pour l'opération que tu as eue, 1 an après ton mariage. Il sait pour les faux traitements qu'ils lui ont donnés pour le rendre malade. Il sait pour toi et Candido. Depuis avant le mariage. Il a tout, les papiers, les dates, les photos, et leur voix enregistrées. Et moi aussi, j'ai tout entendu, Maria. J'ai entendu ta voix, rire de lui. J'ai entendu ma fille dire, il s'excuse encore auprès de moi pour quelque chose que je lui ai fait. Delila m'a raconté que sa fille était devenue blanche par plaques, comme les lumières d'un immeuble qui s'éteignent la nuit. D'abord le sourire, puis les yeux, puis ses mains, qui ont commencé à trembler en sortant les papiers de l'enveloppe. Elle les a parcourus de plus en plus vite, sautant de page en page, murmurant « non, non, non ». Que lorsqu'elle est arrivée à la copie de la vente des 30% de Candido, signée des mois auparavant, elle a crié « c'est un faux » et a composé son numéro avec des doigts qui ne répondaient plus. Et que Candido n'a pas répondu. Ni la première fois, ni la 10e.
parce que Candido, à cette heure précise, recevait à son domicile la notification formelle que, avec la vente de toute la chaîne finalisée, le nouveau groupe d'entreprises allait auditer tous les contrats fournisseurs des 10 dernières années. Ces 10 années de factures fantômes, maintenant entre les mains d'un service juridique d'entreprise, avec lequel il n'y avait pas de clause d'amitié possible. L'homme avait des problèmes plus graves qu'un téléphone qui sonne. Maria a demandé soudain, d'après ce que sa mère m'a raconté, avec cette lucidité féroce des escrocs découverts, qui compte l'argent avant toute chose, qu'est-ce que ça peut faire ce qu'il sait, maman? J'ai droit à la moitié de l'entreprise, la moitié de la maison, la moitié de... Il n'y a pas de moitié de quoi que ce soit, ma fille, lui a dit Delila, presque avec pitié. Armando a vendu toute l'entreprise il y a des semaines, avec la part de Candido incluse. Parce que Candido la lui a vendue pour éviter d'aller en prison pour vol. L'argent est au nom d'Armando, protégé par la séparation de biens. La séparation que tu lui as exigée en pleurant. Avant de te marier. Ton mari ne s'est battu pour rien dans le divorce, parce qu'il n'y avait rien pour quoi se battre. Tu as signé pour ta liberté, oui. Libre de tout, du nom de famille, de la maison, et de chaque centime. Mireia s'est effondrée sur le canapé, les papiers éparpillés sur le sol. Et puis, Delila m'a raconté qu'elle a joué la seule carte qui lui restait dans son répertoire, pleurer. Pleurer et ouvrir les bras à sa mère. Maman. Maman, je peux t'expliquer. Tu ne sais pas ce que c'était de vivre avec lui. J'étais piégé, Candido m'a forcé, Delila n'a pas bougé. Elle l'a laissé pleurer seule, les bras tendus dans le vide, et lui a répondu avec une phrase, m'a-t-elle confessé plus tard, le cœur brisé elle aussi, mais pas la voix. Ne pleure pas devant moi, Maria. Je t'ai mise au monde, et je viens de t'entendre rire d'un homme bon, pendant 7 ans. Je connais déjà tes larmes. Ce sont les mêmes outils que tu as utilisés pour obtenir une signature. Garde-les. Tu vas en avoir besoin, pour le père de tes filles. Qui ne t'a pas encore dit qu'il est ruiné? Et elle a pris son sac, a enjambé les papiers éparpillés, et a quitté la maison. Laissant sa fille exactement comme sa fille avait prévu de me laisser, seule, en silence, et ne comprenant pas à quel moment elle a tout perdu. Cette nuit-là, j'étais à 400 km de là, dans un hôtel de bord de route, mangeant un sandwich médiocre qui avait le goût de la gloire. Mon téléphone a commencé à sonner à 23h30. Maria. 14 appels, un message vocal après l'autre. Je n'en ai écouté aucun cette nuit-là. J'ai dormi avec le téléphone en silencieux, et ma conscience dans le même état. Mais le lendemain, j'ai écouté le dernier message. Et ce message m'a fait faire demi-tour, et reprendre la route. Car il n'y avait qu'une seule chose au monde qui pouvait encore me sortir de mon silence, Maria avait décidé d'utiliser les filles. Le message vocal durait 40 secondes. La voix de Maria n'était plus celle de l'actrice. C'était celle de l'escroc acculé, qui est une autre actrice, mais plus dangereuse. Il disait, Armando, je sais que tu écoutes. Tu vas répondre ou je te jure que tu vas le regretter. Ces filles vont naître, et je vais dire qu'elles sont de toi. Elles sont nées au sein d'un mariage. Mon avocat dit que la loi me soutient. La présomption est de ton côté. Tu veux le silence? Le silence coûte de l'argent. Tu me verses 300 000 €, ou je passerai ma vie entière au tribunal avec toi, réclamant une pension alimentaire pour des jumelles, devant toute la ville. C'est à toi de décider. C'était la dernière carte de Maria. Utiliser 2 créatures à naître, comme outil d'extorsion. Et je vous avoue une chose, de tout ce qu'elle m'a fait en 7 ans, c'est la seule chose qui m'a fait perdre le sommeil de rage. On peut jouer avec mon argent, avec mon nom, même avec ma virilité devant une table de Noël. Mais utiliser 2 bébés innocents comme monnaie d'échange, c'était le point le plus bas de tous. Et c'est pour ça que j'ai fait demi-tour sur l'autoroute. Pas par peur, mais par besoin d'une rupture nette. Cette guerre allait se terminer, en la regardant dans les yeux. J'ai prévenu Clémenie, qui m'attendait à son bureau avec tout de près. Car, bien sûr, nous avions anticipé ce coup. C'était le seul qui lui restait. La présomption de paternité existe, Armando, m'a-t-il expliqué calmement. Mais elle est détruite avec un test ADN. Que nous demanderons judiciairement dès le premier jour. Et il y a autre chose à laquelle elle n'a pas pensé. Parce que les escrocs ne lisent jamais les petits caractères de leurs propres mensonges. Nous avons les enregistrements où elle et Candido déclarent, avec nom et prénom.
De qui sont les filles, et comment il prévoit de les utiliser. Si elle tente formellement une extorsion, cela cesse d'être un divorce, et devient une affaire pénale. Qu'elle vienne. Je la convoque moi-même. Message court, demain, 10h, bureau de Clémenie. Conversation finale. Elle est arrivée à l'heure, et elle n'est pas venue seule. Elle est venue avec son jeune avocat agressif. Celui qui facturait au scandale. Je l'attendais, assis dans mon costume gris, un dossier fermé devant moi, et une sérénité qui, je le jure, n'était plus jouée. Elle était réelle. C'est la sérénité qui vient du fait d'avoir la vérité, complète et documentée. Son avocat a parlé le premier, présomption légale, pension alimentaire, long processus, exposition publique. Mon client est prêt à un accord discret. Le discours d'un agent de recouvrement en cravate. Quand il a fini, Clémenie m'a regardé, et j'ai ouvert le dossier. Maria, ai-je dit, et c'était la première fois depuis des mois que je la regardais directement dans les yeux, sans aucun rôle à jouer. Pendant 7 ans, tu m'as laissé m'excuser pour un défaut que je n'avais pas. Tu as laissé ta famille me regarder comme un demi-homme, à chaque Noël, chaque anniversaire, chaque baptême de tes neveux. Tu m'as donné des hormones pour me rendre malade. Par le biais d'une clinique que ton amant t'a trouvée. Tu t'es fait opérer pour ne jamais me donner d'enfant. Et tu m'as reproché ma stérilité en public, pendant 7 ans. Et maintenant, tu viens me réclamer de l'argent pour 2 filles que tu as fabriquées en laboratoire. Avec un homme avec qui tu projetais de tout me prendre? Son avocat a essayé d'intervenir. Clémenie a levé la main, et a posé les documents un par un sur la table. Les tests de Sabino, le registre de la ligature, le paiement avec la carte de l'entreprise, la reconnaissance de dette de Candido, et enfin, la petite clé USB. Voici la voix de votre cliente, a dit Clémenie, s'adressant à l'avocat. Déclarant la véritable paternité des filles, et décrivant le plan financier. Si vous engagez une quelconque réclamation de paternité ou de pension alimentaire, ceci entre dans le dossier le jour même. Avec une plainte pour extorsion. Car le message vocal de la nuit dernière est également sauvegardé. Réfléchissez-y bien, confrère. Son client ne lui avait pas raconté tout ça quand elle l'avait engagé, à en juger par le visage de l'avocat. Non, elle ne lui avait rien dit. Je l'ai vu pâlir, demander 5 minutes, sortir du bureau avec elle. À travers la vitre dépolie, on voyait les silhouettes. Lui, gesticulant. Elle, secouant la tête, se faisant de plus en plus petite, s'enfonçant dans sa robe chère. Quand ils sont revenus, l'avocat n'a prononcé qu'une seule phrase. Ma cliente retire toutes ses réclamations. Il n'y aura aucune réclamation. Et puis Maria, avant de partir, s'est arrêtée devant moi, a cherché mes yeux une dernière fois, et a tiré sa dernière balle. L'habituel, l'infaillible. Tu sais que je t'ai aimé, hein? Au début. Je t'ai vraiment aimé. Il y a 7 ans, cette phrase m'aurait mis à genoux. Ce jour-là, sa pauvreté m'a presque fait ressentir de la tendresse. Je lui ai répondu lentement, sans colère, car il n'y avait plus de colère. Non, Maria. Tu as aimé ce que je possédais. La maison, les voyages, le confort, le rôle de dame respectable. Tu ne m'as jamais aimé. Parce que tu ne m'as jamais connu. L'homme qui faisait la plonge à 19 ans. Celui dont les mains tremblaient en signant son premier prêt. Tu ne l'as pas vu un seul jour. Et regarde l'ironie, c'est lui qui a gagné la partie. Pas l'homme d'affaires. Le plongeur. Les gens comme vous perdent toujours contre les gens comme moi, pour une seule raison, vous croyez que la patience est une faiblesse. Je me suis levé, j'ai rangé mon stylo, et je suis sorti de ce bureau, vers le reste de ma vie. Vous voulez savoir comment tout ça se termine? Ça se termine sans feu d'artifice, comme les vraies choses se terminent. Les jumelles sont nées en bonne santé, et j'en suis sincèrement heureux. Elles sont les seules innocentes de cette histoire. Le test ADN judiciaire a confirmé ce que nous savions tous, et avec lui, le tout dernier lien entre Maria et moi a été légalement éteint. Candido a fait face à l'audit du groupe acheteur, a perdu la maison, la voiture, et répond encore devant les tribunaux. Ils se sont séparés avant que les filles n'aient 1 an. Quand elle a compris qu'il n'avait rien, et qu'il a compris qu'elle n'avait rien non plus. Ils se sont trahis avec la même facilité qu'ils m'avaient trahi. Les escrocs ne savent pas s'aimer, même entre eux. Ils ne savent que se partager le butin. Et quand le butin n'existe pas,
ils se dévorent les uns les autres. Maria travaille aujourd'hui dans un magasin de vêtements. Elle vend 2 filles, avec un père noyé sous les dettes. Delila, ma belle-mère, la seule qui a choisi la vérité plutôt que le sang, voit ses petites filles le dimanche, et m'appelle tous les mois. J'ai payé l'intégralité de son traitement pour le diabète, et je n'accepte pas ses remerciements. Car elle m'a rendu quelque chose qui vaut plus que 8 restaurants, elle m'a rendu la certitude que je n'ai jamais été brisé. Et moi, j'ai acheté une petite maison au bord de la mer, dans une ville où personne ne sait qui je suis. J'ai ouvert un tout petit restaurant, un seul, où je cuisine moi-même le samedi, avec ces mains qui ont commencé par faire la plonge. Il y a quelques mois, j'ai rencontré une femme qui est venue manger seule un dimanche. Une institutrice, veuve, au rire facile. On y va doucement. À mon âge, on ne cherche plus les feux d'artifice. On cherche la paix. Et je peux vous dire, de ce côté de la tempête, que la paix existe, et qu'elle a le goût du sel et du pain fraîchement cuit. Si cette histoire vous laisse quelque chose, que ce soit ceci, la culpabilité que les autres vous mettent sur le dos n'est pas la vôtre, jusqu'à ce que vous acceptiez de la porter. J'ai porté la honte d'un autre pendant 7 ans, pour ne pas avoir osé demander un papier. Pour ne pas avoir osé poser une question, douter de celle qui m'aimait. Ne répétez pas mon erreur. Doutez, demandez, vérifiez. Le véritable amour n'a pas peur des questions. Seuls les escrocs ont besoin de votre foi aveugle. Et souvenez-vous de ma leçon, celle qui m'a coûté 7 ans, et qui m'a offert une vie.